raconte. Christophe Andelatte. Si vous aimez les tordus, alors vous allez être servi. Je vais vous raconter comment et pourquoi, en septembre 2014, une jeune femme qui s'appelait Laetitia Delécluse a été tuée, chez elle, à Ramonchamp dans les Vosges. Et vous verrez, le meurtrier est un sacré lascar, qui sans doute naïvement pensait avoir commis le crime parfait. J'ai écrit ce récit avec Thomas Audouard, la réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Nous sommes le matin du 4 septembre 2014 à Ramonchamp dans les Vosges. Il est 8h30 du matin et le téléphone sonne chez Karine. Allô, Karine? C'est Daniel à l'appareil. Dis-moi, Laetitia n'a pas passé la nuit à la maison et ce matin, je me suis réveillé, elle était toujours pas là. Tu sais où elle est? Elle est chez vous? Ah non? Non, Daniel, non. Laetitia n'a pas dormi à la maison, non? Et tu sais pas où elle est? Vu l'heure qu'il est, elle doit être au travail. C'est plutôt la maison de retraite qu'il faut que t'appelles. En effet, Laetitia, la compagne de Daniel, est auxiliaire de vie dans une maison de retraite, à Saint-Maurice-sur-Moselle. Normalement, elle embauche à 8h. Alors Daniel les appelle. Ah non, monsieur, non. Non, justement, elle qui est si ponctuelle, elle est toujours pas arrivée. Donc, Laetitia, 38 ans, a disparu. Et donc Daniel Rudenko, son compagnon depuis 17 ans, se met à prévenir tout le monde. Et d'abord la mère de Laetitia qui vit dans le Nord, et puis son frère Tony, et puis sa sœur Jennifer. Ah non, Jennifer, non. Non, elle est pas rentrée hier soir, et elle n'a pas embauché à la maison de retraite ce matin. Et les uns et les autres, naturellement, tentent de joindre Laetitia sur son portable. Répondeur. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Tout est inquiétant dans cette disparition. Mais le plus inquiétant, le plus incroyable, c'est que Laetitia est partie sans ses deux filles. Elle est partie sans Elona et Oriane, 7 ans et 9 ans. Et pourtant, d'après ce que dit Daniel à tout le monde, et notamment aux frères et sœurs, elle est vraiment partie. Partie avec un autre homme. Moi, je me suis couché tôt, hein. Et puis, dans la nuit, j'ai été réveillé par un bruit. Il était quoi 3h du matin. Alors, j'ai regardé par la fenêtre, et je l'ai vu. Je l'ai vu qu'il montait dans un 4x4 qui était conduit par quelqu'un d'autre, quoi. Mais elle a emporté des affaires? Ouais. Et Elona m'a fait remarquer qu'il manquait des affaires à elle dans son placard, et puis des affaires de toilette, et puis son sac à main, des vêtements, tout ça, quoi. Le scénario, pour vous dire, n'étonne pas grand monde. Le couple bat de l'aile depuis un moment. Laetitia parlait de quitter Daniel et de déménager. Mais une fois de plus, elle ne serait pas partie sans ses filles. C'est impensable. Et elle aurait prévenu son frère et sa sœur, ils sont très proches, très proches. Cette histoire ne tient pas debout. Ça n'est pas une fugue amoureuse. C'est plus grave que ça. Le jour même, 2 femmes se présentent à la gendarmerie de Tillot. Il s'agit de Karine, la meilleure amie de Laetitia, et de sa compagne. Et c'est Karine qui prend la parole. Voilà, on venait vous voir au sujet d'une amie qui a disparu depuis hier soir. Enfin, d'après son compagnon, Daniel Rudenko. Et elle s'appelle comment, cette amie? Laetitia Delécluse. Et donc? Donc on voulait vous donner un peu le contexte, quoi. Et d'abord vous dire que le couple, n'allait pas bien du tout, que Laetitia envisageait de quitter son compagnon et que, pour vous dire, depuis quelques semaines, ils faisaient chambre à part. Leur relation était conflictuelle, violente. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle le craignait, quoi. Et qu'elle allait mal, elle pleurait souvent.
Elle avait beaucoup maigri aussi. Et lui, il espionnait tous ses faits et gestes, quoi. Elle était obligée de cacher ses papiers, de cacher son sac à main dans sa chambre. Daniel, si vous voulez, c'est une sorte de tyran domestique, on peut pas dire autrement. Par exemple, y a que lui qui a les clés de la boîte aux lettres. Elle les a pas. Et l'ordinateur, c'est pareil. Il y a que lui qui a le code. Vous dites qu'elle parlait de séparation. Elle avait posé des actes. Oui. Oui, elle était allée voir le juge des affaires familiales. Elle voulait savoir si elle pourrait conserver la garde de ses filles en quittant le domicile conjugal, quoi. Et ce que vous me dites, c'est que lui dit qu'elle a quitté le domicile conjugal. Justement. Et elle l'a fait sans ses enfants, et ça colle pas du tout, quoi. Mouais. Oh, je sais ce que vous pensez. Le compagnon, Daniel Rudenko, vous le trouvez louche d'entrée. Rassurez-vous, les gendarmes aussi. Alors ils vérifient la réalité de la disparition auprès de la famille de Laetitia. C'est confirmé. Et dans la foulée, ils alertent le procureur, qui ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Et que font les gendarmes tout de suite ? Eh bien, ils vont voir le mari, enfin le compagnon, Daniel. Ils y vont l'après-midi même, à Ramonchamp, toujours dans les Vosges. Une maison au volet bleu avec un joli jardin. Daniel Rudenko les reçoit sans problème et il leur fait visiter la maison. Donc, voilà son placard. Là, vous voyez qu'il manque ses affaires. C'est ce qu'elle a pris, quoi. Monsieur Rudenko, on voudrait vous entendre de manière plus formelle. Vous voulez bien nous suivre à la gendarmerie ? Ouais, pas de problème. À la gendarmerie, Daniel Rudenko ne se cache pas derrière son petit doigt. Oui, je veux bien reconnaître qu'il y avait des problèmes dans notre couple. Et qu'on n'était pas loin de se séparer. Et c'est vrai que je suis à moitié surpris qu'elle soit partie avec un autre, quoi. Mais quand on lui parle de rapport de domination entre lui et elle... dis donc, elle est bien bonne, celle-là. Ça serait plutôt l'inverse, hein. Ça serait plutôt elle qui me faisait vivre l'enfer, hein. Quant au fait qu'elle n'a pas emmené ses filles avec elle... vous savez... elle a jamais trop eu la fibre maternelle, hein, Laetitia. Les filles, elle les supportait pas, en vérité. Bon... Elle a un problème psychiatrique, de toute façon, Laetitia. Et les filles, elle leur fait vivre l'enfer, hein. Je l'ai vu leur donner des baffes, des coups de martinet, et souvent, ils ont des bleus, hein. Une fois même, elle a attrapé une des filles par les cheveux, elle l'a traînée, quoi. Alors c'est pour ça, moi, que j'ai arrêté mon travail. J'étais chaudronnier dans une grande boîte de BTP, je gagnais bien, hein. Mais j'étais tout le temps en déplacement, et moi, je voulais garder un œil sur mes filles, quoi. Pour vous dire une fois, j'ai trouvé Laetitia en train de se toucher devant les filles. Devant elle. C'est une folle. Hein. Tenez, le dernier truc qu'elle a fait, c'était... il y a à peine un mois. Hein. Je rentre, les gamines venaient de goûter. On aurait dit qu'elles s'étaient bourrées. Alors je leur ai demandé ce qu'elles avaient fait. Elles m'ont répondu, on a bu de l'eau avec des bulles et elle avait mauvais goût. Elle leur avait saoulé la gueule, quoi. Une dingo, je vous dis. Et là, je les ai emmenés à l'hôpital avec la bouteille en question, quoi. Et dans leurs urines, ils ont trouvé des benzodiazépines. C'est un anxiolytique que je prends. Elle les avait drogués, quoi. Et même, je me suis demandé si elle aurait pas essayé de les tuer, quoi. J'ai les papiers, des analyses. Je pourrais vous les donner. Là, je me dis que peut-être vous avez un doute par rapport à tout à l'heure. Non ? Si. Parce que s'il a ce papier, ce rapport d'analyse, c'est peut-être pas lui le salaud. Et là, pour finir de convaincre les gendarmes, Daniel Rudenko sort son téléphone. Tenez, regardez le SMS que m'a envoyé hier soir. Je rentre, je prends quelques affaires et on vient me chercher, débrouille-toi avec les gamines. Et moi je lui ai répondu, tu délires, quoi ? Tu te rends compte de ce que tu fais ? Aller droguer les filles ? Et elle m'a répondu, oui, je suis allé trop loin. Pardonne-moi, j'ai pas envie d'aller en prison, je suis désolé. Dis-leur que je les aime très fort malgré tout ce que je leur ai fait. Le
soir même, Daniel Rudenko donne aux gendarmes le rapport médical qui démontre qu'il y a eu empoisonnement. Et c'est bien écrit dessus. Traces de benzodiazépine dans les urines. Et le médecin ajoute suspicion de maltraitance, signalement fait à la justice. On s'est peut-être emballé, vous et moi, hein. Dans cette histoire, c'est peut-être elle la méchante, et lui le gentil. Là-dessus, une semaine s'écoule, pendant laquelle certains proches de Laetitia et le personnel de la maison de retraite viennent dire « Mais non, elle est douce, Laetitia, elle est aimante. » Mais d'autres, plutôt du côté de Daniel, racontent que c'est une folle, une maltraitante, une perverse. Pour l'instant, pas facile de les départager. Une semaine plus tard, comme ça traîne, la famille de Laetitia décide de diffuser des affichettes avec sa photo et un numéro de téléphone. Et dans la foulée, ils organisent une battue dans les environs de Ramonchamp. Elle mobilise plusieurs dizaines de personnes. Ils ratissent les bords des routes, les chemins, les bois, sans aucun résultat. Et Daniel Rudenko, évidemment, lui n'y participe pas. Normal. Pour lui, elle est partie avec un autre homme. Et d'ailleurs, le jour de la battue, il emmène ses filles au restaurant. Mais je dois vous dire que les gendarmes l'ont à l'œil. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en interrogeant les uns et les autres, ils s'aperçoivent qu'il a donné au total 5 versions différentes de son histoire. Il n'a pas dit exactement la même chose aux gendarmes, aux voisins, à la famille et aux amis. Et pourquoi diable ? Avec la battue, la presse commence à s'intéresser à cette histoire, et notamment France 3 Grand Est, qui va voir le frère de Laetitia, Tony. Et Tony n'y va pas par 4 chemins. Eh bien, dès qu'on aura retrouvé Laetitia, on engagera des poursuites contre son compagnon, ça c'est sûr. Tony accuse son beau-frère. Et du coup, naturellement, les journalistes appellent Daniel Rudenko. Ah ben j'ai absolument rien à cacher, hein. La maison a été fouillée de fond en comble. Ça a rien donné. J'ai rien à cacher. Et comme Tony, le frère, trouve que les gendarmes sont mous du genou, il décide de mener sa propre enquête. Il se met en planque devant la maison et il surveille les faits et gestes de Daniel Rudenko 24 heures sur 24. Mais en vain, il ne trouve rien pour étayer sa théorie. Rien. Mais entre-temps, contrairement aux apparences, l'enquête n'est pas du tout au point mort. D'abord, on est passé au stade au-dessus. Une information judiciaire a été ouverte et une juge d'instruction a été désignée. Et c'est une information pour homicide involontaire. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire en gros que la piste retenue, c'est que sans doute Daniel Rudenko a frappé Laetitia et qu'elle est morte. Désormais, ce sont donc les gendarmes de la brigade de recherche de Nancy qui mènent l'enquête. Et ça aussi, c'est un indice, la brigade de recherche, leur truc, c'est le crime. La carte bancaire de Laetitia a disparu avec Laetitia. Alors voyons si elle a été utilisée depuis. Eh ben oui, une fois. Le matin du 4 septembre, elle a été utilisée pour un paiement dans une station-service de Saint-Étienne-les-Remiremont, c'est-à-dire à 23 km de Ramonchamp. Les gendarmes foncent à la station essence. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez des enregistrements vidéo des caméras de la station ? Ah ben oui, bien sûr. On pourrait visionner l'enregistrement du matin du 4 septembre, s'il vous plaît. Oui, suivez-moi. Les gendarmes cherchent pile l'heure du paiement avec la carte bancaire. Voilà. Qui voilà sur les images, d'après vous ? Il suffit de zoomer un peu dans l'image pour voir clairement son visage. Daniel Rudenko, bien sûr. Il a utilisé la carte bancaire de Laetitia plusieurs heures après avoir annoncé sa disparition à ses proches. Il est cuit comme un petit lu.
Est-ce que les gendarmes vont l'arrêter tout de suite? Non. Dans ce genre d'enquête, plus on a de biscuits, mieux c'est. Et si on s'intéressait aux SMS, à l'échange de SMS que Rudenko dit avoir eu avec Laetitia le soir de sa disparition? Vous savez, ce SMS dans lequel Laetitia dit qu'elle est allée trop loin avec sa fille, qu'elle regrette, qu'elle lui laisse les enfants. Où était-elle quand elle a envoyé ces SMS? Les gendarmes épluchent les fadettes, les relevés de portable de Laetitia et de Daniel. Ils ont accroché la même borne téléphonique tous les deux, c'est-à-dire la borne qui est la plus proche de chez eux. Vous voyez où je veux en venir? Ces SMS, questions et réponses, est-ce que ça serait pas lui qui les aurait écrits en utilisant le téléphone de Laetitia? Ça commence à sentir le roussi, Daniel. Mais avant de placer Daniel Rudenko en garde à vue, la juge a une autre histoire à vérifier. C'est cette histoire d'empoisonnement. C'est la carte maîtresse de la défense de Rudenko. Ça n'est pas moi le salaud, puisque c'est elle qui faisait du mal aux filles. Le juge décide d'interroger elle-même les deux petites filles. Elona qui a 7 ans et Oriane qui en a 9. Dis-moi, Oriane, elle était méchante, maman, avec vous? Mais non. Papa, il dit aux gens que maman nous faisait du mal, mais c'est pas vrai, hein. Elle jouait avec nous, elle nous amenait à la piscine et puis plein d'autres choses. Je sais plus. Par exemple, elle dormait avec moi quand j'avais peur du noir. Tu peux me raconter comment s'est passé l'empoisonnement, Oriane? On était au goûter. Il y avait mon papa, ma sœur et puis moi. Et puis bon, on a bu. Et c'était pas bon et c'était pas normal. Et qui vous a servi, Oriane? C'était papa. Et t'avais mal au ventre? Ah non. Et pourquoi vous êtes allé à l'hôpital alors si vous alliez bien? Mais je sais pas. C'est papa, il a dit qu'il faut aller à l'hôpital. Donc la mère n'était pas là. Donc ça n'est pas elle qui les a empoisonnés. Donc c'est lui. Daniel Rudenko aurait été assez tordu pour monter toute cette histoire en prévision des soupçons qui allaient peser sur lui après la disparition de Laetitia. Sacré coco. Et au passage, ça peut signer la préméditation, ça. Hein. Mais le clou de cette histoire, c'est qu'on découvre qu'en fait, contrairement à ce que disait le compte-rendu médical, il n'y avait pas de benzodiazépine dans les urines des deux petites. Pas 1 milligramme. Le médecin qui a signé le rapport s'est trompé. Elles n'ont jamais été empoisonnées, en vérité. Jamais. Mais à qui profitait ce mensonge? Daniel Rudenko. Ça sent vraiment le roussi, Daniel. Ouais. Ça sent vraiment le roussi. Le 30 septembre 2014, Daniel Rudenko est interpellé à son domicile de Ramonchamp. Bien, monsieur. Je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue et nous allons procéder en votre présence à la perquisition de votre maison. Et là, un chien renifleur de cadavres entre en action. Un chien entraîné à renifler la mort. Les gendarmes lui font faire le tour de la maison. Le clébard veut aller à la cave. Quand il le voit descendre l'escalier, Daniel Rudenko devient blanc comme un linge. Et à la cave, ça saute aux narines. Ça pue la mort. Les gendarmes déplacent un meuble. Dessous, la terre a été fraîchement remuée. Ils creusent pas profond, 10 centimètres. Et ils tombent sur des sacs poubelles. Et ils ouvrent les sacs. Mon Dieu! La pauvre Laetitia. Il l'a découpée en morceaux. En garde à vue à la gendarmerie de Remiremont,
Daniel Rudenko n'est pas très coopératif. Son avocate lui a conseillé de garder le silence. C'est son droit. N'empêche qu'à l'issue, il est mis en examen pour meurtre et il est écroué. Il est réinterrogé 2 semaines plus tard et là il consent à s'expliquer. Ben voilà quoi. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, une dispute a éclaté avec Laetitia. C'était dans la buanderie. Et puis à un moment, je me suis baissé pour refaire mon lacet. Laetitia, elle a profité pour attraper un couteau de cuisine. Et quand je me suis relevé, elle a commencé à me menacer, quoi. Alors j'ai voulu la désarmer. Je sais pas ce qui s'est passé dans la confusion. Je lui ai planté un coup de couteau, mais je voulais pas la tuer. Hein. C'était un accident. Moins. On a du mal à le croire. Certes, d'après le légiste, elle n'a reçu qu'un seul coup de couteau, mais en plein cœur. Il n'y a aucune autre trace de violence sur le corps, aucune trace de bagarre. Et surtout, d'après le légiste, elle n'est pas morte sur le coup. Elle a agonisé un minimum d'une demi-heure et un maximum de 2 heures ou de 3 heures. Si c'était un accident, un geste malencontreux, il avait le temps d'appeler le SAMU. Il ne l'a pas fait. Il l'a laissé mourir. L'instruction révèle que le meurtre de Laetitia n'est probablement pas qu'un crime passionnel. Comme souvent, il y a de l'argent là-dessous. Daniel Rudenko ne travaille presque pas. Et donc il ne gagne rien. Le seul revenu du couple provient du salaire de Laetitia, soit 1400 €. Or Daniel dépensait beaucoup plus. Par exemple, il avait acheté un écran plat dernier cri. Et un proche raconte que Laetitia avait dit ce jour-là « Je veux même pas savoir comment il l'a payé ». Et puis Daniel est un accro au jeu. Il va au casino parfois, mais surtout il joue en ligne. L'enquête révèle qu'en 8 mois, il a craqué 24 000 € au jeu. Et d'où les sortait-il ? Eh bien, des crédits à la consommation, pardi. Vous les connaissez, hein ? Le CTLM, Cofidis et les autres. Le gentil petit bonhomme vert n'est pas très regardant. Daniel Rudenko aurait souscrit les crédits au nom de Laetitia en imitant sa signature. Si elle meurt, il n'y a plus rien à rembourser. Il a aussi vidé les comptes épargne des 2 gamines. 6 000 € au total. In the pocket. À la fin de l'instruction, en croisant les témoignages des uns et des autres, voilà quel aurait pu être le scénario du meurtre. Les gendarmes ont découvert que Laetitia, qui avait peur de Daniel, utilisait sa voiture comme coffre-fort. Elle y planquait tout ce qu'elle ne voulait pas qu'il voie, tout ce qu'elle ne voulait pas qu'il sache. Cette nuit-là, Daniel Rudenko a probablement piqué les clés de la voiture de sa femme. Et il est allé fouiller dans la voiture, et il est tombé sur un document, qui est sans doute le déclencheur du meurtre. Un bail signé de la main de Laetitia pour un appartement HLM à 3 km de leur domicile. Elle était sur le point de partir, de le quitter pour de bon. La date d'entrée était fixée au 1er octobre. Et là, il comprend qu'il va tout perdre. Il va perdre sa compagne, ses enfants et le compte en banque. Il est couvert de dettes. Il va se retrouver à la rue. Alors ce qui se passe après, on ne sait pas. Est-ce qu'il va la réveiller ? Est-ce qu'il se dispute ? Est-ce qu'il la tue dans son sommeil ? Lui n'est jamais allé au-delà de son improbable scénario, d'une dispute, d'un accident. Il a mis plusieurs nuits à creuser le trou dans la cave, à la cuillère, semble-t-il, pour ne pas réveiller les filles. Mais la terre était dure. Il n'a pas pu creuser plus de 30 cm. Et c'est pour ça qu'il a découpé le cadavre, pour le faire entrer dans le trou. Le procès s'ouvre le 20 juin 2017 à Épinal. Pour le défendre, Daniel Rudenko a choisi un ténor de la région, maître Gérard Welzer. Quand il entre dans le box, Rudenko a la tête baissée. Pas une fois, il ne croise le regard de la famille de Laetitia. En
Ensuite, il verse quelques larmes. Il consent à reconnaître une partie des faits, les SMS par exemple. Oui, c'est lui qui les a rédigés. Et c'est aussi lui qui a inventé la maltraitance de Laetitia envers leur fille. Mais le crime, il s'y tient, c'était un accident. Le seul moment où il consent à lever les yeux, c'est quand Christian, son voisin, vient à la barre. Il le regarde et il lui dit « Je te présente mes excuses, Christian. » C'est plutôt à la famille de l'écluse qu'il aurait dû dire ça. L'un des avocats de la partie civile tente tout de même de lui arracher des explications. « Ça fait quel effet, monsieur Rudenko, de découper sa femme, la femme qu'on aime ?» Et là, Daniel Rudenko garde la tête baissée et il lâche. « C'est horrible ce que j'ai fait. » En effet, c'est horrible. Mais jusqu'au bout, il maintient que le coup de poignard dans le cœur était un accident. Et ensuite, il n'a fait que dissimuler cet accident. Mais au matin du dernier jour, sous le feu des questions de la présidente, il lâche enfin. « De toute façon, c'est moi le coupable. » Au terme de 4 jours d'audience, Daniel Rudenko est reconnu coupable du meurtre de Laetitia. Du meurtre, pas de l'assassinat. Les jurés n'ont pas retenu la préméditation. Et il est condamné à 20 années de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 11 ans. Il est accoudé dans le box. Il ne bronche pas. Pendant quelques mois, les 2 filles du couple sont placées chez leur oncle Tony. Et puis, finalement, elles échouent dans un village d'enfants. Pour elles, c'est perpétuité. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.